Bonsoir à tous, il est à peu près 5. On va démarrer la conférence aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir la professeure Catherine Tourette-Turgis qui va nous parler de l'université des patients. C'est un concept qui a maintenant dans Sorbonne Université, qui a été pionnière d'ailleurs sur ce thème-là, 2012. Ça fait donc 13 ans maintenant. Et ce concept a fait florès un peu partout. Je pense que Catherine va nous en parler. On est face à un processus qui s'inscrit dans un processus un petit peu plus large de démocratie sanitaire, d'évolution de l'importance et de la place des patients. On le voit pas que avec la partie université, on le voit aussi dans beaucoup d'instances, y compris de gouvernance maintenant, où les représentants des usagers, c'est le terme juridique, c'est un mauvais terme, mais on fait pareil avec les étudiants quand on parle de représentation des usagers. Les patients maintenant, les représentants sont présents par exemple au directoire de l'assistance publique. On s'intéresse de plus en plus, y compris sur des thèmes comme la recherche, à l'incorporation des patients dans les projets de recherche, dans la conception des projets de recherche. Faut rappeler par exemple que l'actuel président-directeur général de l'INSERM, Didier Samuel, lors de son audition au Sénat, avait été interpellé sur qu'est-ce que vous comptez faire pour incorporer plus le rôle des patients dans la conception ou l'organisation de la recherche. Enfin, tout ça est un processus beaucoup plus large que ce dont on va nous parler ce soir, mais qui est important. Et je pense que on a évolué d'une vue paternaliste ou maternaliste, comme vous voulez, du patient, qui a un rôle à jouer, y compris dans le contrôle de sa maladie, mais au-delà. Donc un grand merci à Catherine de nous parler de tout ça, de cette aventure qui ne fait que commencer. Ça fait 13 ans chez nous, mais ça commence dans d'autres endroits. Et je me réjouis que cette université des patients fasse florès un peu partout. Catherine, tu as la parole. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Bruno Rio, doyen de notre faculté de santé, pour m'avoir offert une nouvelle occasion de prendre la parole devant vous en tant que fondatrice de l'Université des patients. Il me semble essentiel de rappeler que cette initiative constitue une innovation strictement française, sans équivalent à ce jour à l'échelle internationale. Certes, des patients experts, des pairs aidants et des patients partenaires existent depuis plusieurs décennies dans de nombreux pays. Mais jamais, jusqu'à la création de notre université, une institution académique, et plus encore une faculté de médecine, ne s'était engagée à reconnaître, à former et à diplômer à partir de ces savoirs issus de l'épreuve de la maladie. Et cela dans un cadre quasi gratuit. C'est pourquoi je veux redire ici, merci à Sorbonne Université pour cette audace et cette confiance. Pour celles et ceux parmi nos invités qui ne connaissent pas encore cette innovation, nous la présenterons au fil de l'eau. Nous avons un carrousel de diapositives. Nous avons des intervenants. Je le ferai en gardant à l'esprit que l'objet de notre rencontre aujourd'hui est d'en proposer une lecture sensible, située dans le contexte d'un climat mondial marqué par des menaces systémiques. L'Université des patients s'inscrit dans ce que nous appelons une économie de l'espoir, en tenant compte de manière rigoureuse de la distinction philosophique entre espérance et espoir, distinction essentielle lorsqu'on travaille avec des personnes malades. Cette université n'est ni une entreprise, ni une structure pédagogique classique. Elle constitue d'une certaine manière une institution politique au sens forme du terme, née d'un combat
de plusieurs combats, de plusieurs groupes, de plusieurs personnes, de plusieurs pays, pour la reconnaissance des savoirs issus de l'épreuve. Elle œuvre pour que les vies abîmées puissent entrer dans l'espace légitime du savoir, de la production du savoir, et y prendre pleinement place. Si je parle d'économie de l'espoir, ce n'est pas pour enjoliver la réalité, mais pour nommer ce qui résiste au désespoir. L'université des patients a été pensée comme un lieu de transfiguration. Transfiguration des blessures en savoir, des parcours disqualifiés en puissance d'agir, des récits invisibles en matière à penser le monde autrement. Ce que nous vous proposons ce soir, c'est de parcourir ensemble quelques-unes des tensions fondatrices de cette innovation française. Tensions entre soins et savoir, entre vulnérabilité et compétences, entre institutions établies et formes émergentes de légitimité, et de voir comment, dans ce contexte de menace globale, cette innovation sociale trace un chemin politique et tout autant existentiel vers un avenir plus habitable. À la fin, les applaudissements, à la fin. L'université des patients repose sur un socle de tension, assumé comme tel, et non résolu par des logiques de compromis. Ces tensions structurent son identité et font partie de son ADN ou de son génome. Peut-être que je maîtrise mal la différence. Il me manque une page, voilà, on la remet à l'endroit. Tension entre soin et savoir. Traditionnellement, le patient est objet du soin, non sujet du savoir. L'université des patients fracture cette asymétrie en reconnaissant que l'expérience de la maladie, loin d'être un simple vécu, est porteuse de connaissances spécifiques, situées, incarnées. Mais ce renversement n'est pas sans friction. Il oblige les institutions savantes à réinterroger leurs critères de légitimité et les professionnels du soin à composer avec d'autres formes d'expertise que la leur. Tension entre vulnérabilité et compétence. Dans le modèle dominant, la compétence est supposée être l'apanage des corps performants, disponibles, indemnes. Ici, au contraire, la vulnérabilité devient un lieu de production de compétences inédites. Capacité à faire face, à tenir, à traduire l'indicible, à relier des mondes que tout oppose. C'est une redéfinition radicale de ce que nous appelons compétence, où le vécu devient ressource et non carence. Tension entre institution et mouvement. L'université des patients est une institution, mais elle s'est construite à rebours des logiques institutionnelles classiques. Elle est née d'un mouvement, de mouvements au pluriel, d'un soulèvement contre l'exclusion épistémique des personnes malades. Elle fonctionne donc en tension permanente entre la nécessité de se structurer, les curriculums, les diplômes, les partenariats, et celle de ne pas trahir l'élan subversif qui l'a fait naître. Tension entre temporalité académique et urgence vitale. Le temps académique est long, itératif, souvent protocolisé, voire bureaucratisé. Le temps des patients est celui de l'urgence, de la menace sur la vie, des corps en lutte. Cette tension se manifeste dans les rythmes de travail, les attentes, les modalités d'engagement. Il nous faut inventer des formes pédagogiques qui articulent ces deux régimes temporels sans que l'un n'écrase l'autre.
tension entre récit individuel et transformation collective. Chaque patiente, chaque patient vient avec son histoire, son parcours singulier. Mais l'enjeu de l'université des patients est aussi d'inscrire ces récits dans une perspective collective, faire récit commun, produire une mémoire partagée, faire levier sur les politiques de santé, les politiques du soin, les politiques tout court, les politiques publiques, bien entendu. Il s'agit de transformer la plainte, les plaintes en propositions, sans effacer pour autant la dimension intime de l'expérience. Mais une institution ne vit pas seulement par ses idées. Elle tient par les personnes qui la font exister, jour après jour, on pourrait ajouter nuit après nuit parfois. L'université des patients est un bien commun fragile, mais porteur d'un espoir concret. Cette équipe, c'est une alliance fidèle et inventive de pédagogues, de patients, de chercheurs, dont l'engagement a traversé toute cette décennie sans faillir. Certaines sont là depuis 15 ans, de véritables actrices historiques de cette aventure collective. Maréline Rébillon, Lénis Pereira Paolo, Béatrice Margas, Siam Abba, Marie-Annie Lemuel, le petit chat. À leur côté, d'autres ont rejoint l'élan, soutenant et amplifiant la dynamique. Marie-Paul Vanier, Florence Puch, Corinne Delporte, Christine Ledo. Il faut également saluer la présence de nos jeunes stagiaires, Céleste, Julie, Lou et Louis, et notre doctorante, Mégane, dont l'engagement incarne cette conviction que l'université, même au plus haut niveau académique, demeure un lieu où l'espoir se réinvente avec chaque génération. L'espérance n'est en rien une émotion passive, comme on le laisse souvent croire, ni un simple affect d'attente. Elle est une catégorie morale, agissante, un ressort du changement, un vecteur de transformation sociale, et osons le dire, de révolution. Ernst Bloch nous rappelle que l'espérance est tournée vers ce qui n'est pas encore, vers le non encore advenu, qui peut surgir à condition d'être pensé et désiré collectivement. Paolo Freire, quant à lui, la lie étroitement à la praxis. Espérer, c'est refuser la fatalité, c'est s'engager avec lucidité dans un processus de conscientisation et d'action. Et Hannah Arendt nous enseigne que l'action véritable naît toujours du courage d'initier, de commencer quelque chose de neuf, même au risque de déplaire ou de déranger l'ordre établi. Le mot « révolution » de nos jours, réduit au silence ou frappé de discrédit, mérite d'être réhabilité, car nous vivons, génération après génération, sur les acquis du courage révolutionnaire de celles et ceux qui ont osé, avant nous, voir plus loin, risquer leur vie, risquer leur carrière pour penser un avenir plus juste. On nous enjoint de réparer le monde, comme si cela pouvait se faire sans en interroger la structure, sans en transformer les fondations. Or, réparer sans transformer revient à colmater sans faire de prévention du risque de la rechute. Pourquoi passer tant de temps à réparer les dégâts si l'on ne consacre aucun effort à prévenir les forces qui continuent de produire ces blessures? La réparation du monde n'a de sens que si elle s'accompagne d'un projet de transformation. Sans cela, elle devient gestion de l'insupportable au lieu d'une promesse d'avenir. Nous nous inscrivons dans une économie politique de l'espérance et nous devons construire ensemble une société capable de transformer la vulnérabilité en espérance collective. Créer une université des patients ne relève donc pas d'une innovation pédagogique au sens strict
ni au sens technique du terme. Il s'agit d'un geste politique et symbolique. Ouvrir un lieu universitaire à celles et ceux dont l'expérience a été longtemps reléguée au non-savoir, au silence, à la marge. Oui, les malades sont certes allongés dans leur lit, mais ils sont debout dans leur tête. C'est précisément ce passage de l'espoir à l'espérance que notre pédagogie s'attache à accompagner. Non pas pour réparer ni pour sauver, mais pour tenir ensemble. Tenir les contradictions, les fractures, les ressources invisibles. Nous visons à accueillir la vulnérabilité, à reconnaître la persistance d'une capacité d'agir, d'interpréter, de faire monde ensemble. Dans nos dispositifs, les pédagogies que nous mobilisons, fondées sur la narration, la reconnaissance et le dialogue, prennent des formes concrètes, incarnées. Elles offrent un cadre où chacune et chacun peut produire du sens et devenir acteur, actrice d'une transformation collective. Ces mises en récit de soi, élaborées et configurées tout au long du parcours, donnent d'ailleurs lieu à des restitutions, comme en témoignent les travaux de fin d'année du diplôme, par exemple, parmi d'autres, d'oncologie, portés par Lénis Pereira Paolo, Joseph Ligorov, Marie-Paul Vanier et moi-même. Alors oui, vivre avec une maladie chronique, c'est parfois vivre sans guérison. Mais à l'université des patients, nous faisons le pari que l'on peut vivre avec sens, avec puissance, avec espérance. Il importe de le rappeler inlassablement. Sur le plan anthropologique, nous sommes certes, sans doute, tous également vulnérables. Le fait d'avoir un corps nous expose à la vulnérabilité et on est dans une faculté de médecine, donc c'est bien entendu. Cependant, cette affirmation mérite d'être immédiatement nuancée par une considération essentielle. Nous ne disposons pas tous, toutes, des mêmes ressources pour faire face à cette vulnérabilité. Il est nécessaire, à ce titre, de convoquer les fondements des analyses marxistes, souvent oubliés, mais toujours pertinents, les inégalités sociales et la distribution inégale du capital demeurent des réalités structurantes. C'est dans ce cadre que doivent être comprises les interrogations sur le sens que nous donnons à la professionnalisation des patientes et des patients diplômés, contraintes bien souvent d'assurer leur propre survie économique. Notre engagement à reconnaître et à transformer leur expérience vécue en véritable expertise trouve ici toute sa légitimité. Cela rejoint le plaidoyer que nous portons depuis plusieurs années. Lorsqu'un patient ou une patiente intervient comme enseignant-enseignante à l'université, anime une formation à destination de professionnels, participe aux activités d'un service de soins ou intègre une équipe de recherche, il est impératif de lui reconnaître un statut officiel, socialement et économiquement valorisé. J'étais hier au Sénat à défendre des questions de ce genre devant 5 sénatrices. Cela suppose une politisation des expériences dites individuelles. La souffrance, nos souffrances, ne relèvent pas uniquement du champ du pathologique ou du privé. Elles sont traversées par des rapports sociaux, des normes implicites, voire des exclusions systémiques. Je le sais, non seulement par la théorie, mais aussi par expérience. Ce que l'on nomme parfois vulnérabilité individuelle recouvre souvent un silence imposé, un déni collectif des violences systémiques, familiales, économiques, institutionnelles.
Ce que j'ai découvert dans le secret des vies blessées, c'est que le désordre intime porte la marque du monde. Et que pour sortir de l'assignation à une fragilité silencieuse, il faut créer des espaces où l'on peut transformer le vécu en récit, le récit en savoir, le savoir en action. C'est dans cette filiation-là que s'inscrit, en tout cas à ce jour, l'université des patients. Faire entendre ce qui n'a pas de mots, donner droit de citer aux douleurs qui ne trouvent pas de langage, ni parfois de traitement. Politiser l'intime, sans jamais le trahir. On enseigne à nos étudiantes et étudiants, patientes, patients, que dire « je » ne relève absolument pas d'une confidence. C'est un acte de résistance. C'est faire entendre une subjectivité marquée, mais non soumise. À travers cette parole et les dispositifs pédagogiques, c'est toute une généalogie de blessures socialement produites que nous rendons visibles. Pour m'adresser à vous, j'ai relu ma lettre de candidature au diplôme universitaire Démocratie en santé, s'outiller pour participer à la construction de l'expertise en santé. C'était il y a presque 1 an et j'ai pu mesurer le chemin parcouru en réfléchissant à ce que j'avais envie de vous partager. Mon parcours en santé, très rapidement: diagnostic d'un cancer du sein hormonodépendant en mars 2023, opération en avril, 30 séances de radiothérapie jusqu'à fin juin, 15 jours de repos et retour au travail à temps plein. Pas de chimiothérapie. Si ma tumeur était petite, je le dois à mon goût pour la médecine préventive et à ma gynécologue qui me prescrit régulièrement des mammographies depuis mes 39 ans. À la fin des traitements, j'étais loin d'imaginer ce qui m'attendait. Heureuse de reprendre ma vie, je rangeais ce tout petit cancer, fort heureusement pris à temps, au fond d'un tiroir. J'avais mes cheveux, ma bonne mine, mon enthousiasme. Certes, la fatigue était présente, mais je vivais chaque jour avec l'espoir d'une amélioration. Pourtant, la situation s'est détériorée de semaine en semaine. Insomnie, irritabilité, saute d'humeur. Je ne pouvais plus assumer mes responsabilités professionnelles et personnelles. Quand ma tête voulait aller quelque part, mon corps ne suivait pas, et inversement. Perdue dans une crise incompréhensible, je me suis retrouvée en arrêt maladie 10 mois après la fin des traitements. C'est ma colère, mon indignation, qui dans un dernier élan m'ont poussée à candidater à l'université des patients. Il faut absolument agir pour accompagner les patients après la fin des traitements. Les laisser livrer à eux-mêmes, c'est leur donner les clés de la désinsertion sociale. Ce qui m'arrive est injuste et j'en suis convaincue. Je n'ai plus de cellules cancéreuses, mais je suis bien plus malade qu'au moment du diagnostic. Je ne peux plus travailler et cela fragilise profondément mon foyer. Alors être admise à l'université des patientes, c'est basculer du statut de malade à celui d'étudiante à la Sorbonne. C'est une identité beaucoup plus sexy et beaucoup plus drôle à porter auprès de votre fille de 13 ans qui peut vous taquiner « Maman, étudiante à ton âge ». Je vous jure que je ne perds jamais une occasion de montrer ma carte étudiante et je suis très heureuse de le faire ce soir. Entrer à l'université des patients, c'est intégrer l'hôpital, non pour des soins, mais pour participer à l'évolution du système de soins. Mon expérience de la maladie m'a montré l'efficacité du parcours médical lorsque la pathologie est bien maîtrisée. Rendez-vous fluide, protocole adapté, technicité remarquable, et j'en suis profondément reconnaissante. Mais j'ai aussi ressenti une forme de déshumanisation. J'étais un simple rouage du protocole. Cette sensation a renforcé mon besoin d'être considérée, écoutée. Entrer à l'université des patients, c'est reprendre son pouvoir d'agir. Être à l'université des patients, c'est écouter et être écouté. L'écoute est un soin. Je n'oublierai jamais ce matin d'octobre 2024 où, en cercle, autour de Catherine, nous avons découvert une promotion aussi éclectique que soudée. Chacun a partagé son parcours de santé et ses attentes, et très vite, une énergie commune est née. Transformer nos expériences en quelque chose de plus grand. Chaque mois, nous avons échangé, suivi nos évolutions et vu notre passage de l'expérience à l'expertise. Ces rencontres uniques à l'université des patients nous ont permis d'apprendre sur nos propres pathologies,
mais aussi sur l'AVC, le cancer, le VIH, le handicap. Quelle richesse humaine! Votre combativité m'inspire et je suis profondément reconnaissante d'avoir croisé vos chemins. Sans oublier Sabrina, Corinne, Anaïs et Odile, dont l'engagement au sein des institutions de santé a largement contribué à enrichir nos échanges. Entrer à l'université des patients, c'est passer du jeu au nous. Dans cette promotion, chacun enrichit et soutient l'autre, dans un espace où nous pouvons tomber le masque et exister avec nos fragilités. Nous veillons à ce que tous accèdent aux cours malgré la douleur, le handicap, la fatigue ou les traitements. Si seulement le monde extérieur ressemblait à l'université des patients. Bienveillance et douceur. Un individu vulnérable ne doit pas être pressurisé, mais accompagné pour qu'il puisse s'épanouir et contribuer à la société. Pourtant, dehors, personne ne nous attend. Avec un budget annuel de 18 millions d'euros, dont une part issue de la taxe tabac, ironie du système, cette démocratie en santé a tout à prouver. Ici, les projets foisonnent pour réparer les injustices, améliorer la prévention, réduire les erreurs de diagnostic, renforcer l'accompagnement du handicap et des maladies rares. Notre engagement ne fait que commencer. Entrer à l'université des patients, c'est se doter des outils pour transformer l'expérience de la maladie en expertise au service du système de soins. Renforcer notre culture démocratique, apprendre des combats passés, VIH, alcooliques anonymes, communiquer efficacement, structurer des projets. J'utilise ces compétences pour développer Maison Ressources, un tiers-lieu dédié au rétablissement, né de ma rencontre avec Cécile, victime d'un AVC il y a 3 ans. Tout ce qui nous a manqué après l'hôpital, nous voulons l'incarner dans un espace accompagnant les patients. Maison Ressources offrira des services essentiels pour préserver la qualité de vie après une épreuve de santé. Entrer à l'université des patients, enfin, c'est garder un cap dans le chaos de l'après-cancer. Durant mon rétablissement, l'université des patients m'a offert un repère alors que les embûches et les incertitudes s'accumulaient. Quand retrouverai-je la santé? Pourrai-je retravailler? Mon employeur vient de me licencier après 1 an d'arrêt maladie. Comment subsister si mon état ne s'améliore pas? Le rétablissement reste un impensé du système de soins. L'hôpital traite mes cellules cancéreuses. Le médecin de ville oscille entre son temps limité et la réticence à prescrire un arrêt maladie prolongé, tandis que la médecine du travail s'adresse surtout aux ouvriers blessés. Où me situer? Heureusement, il y a les associations. Un immense merci à l'association Hope, à l'association Rose Up et à Ciel Bleu, dont le soutien est précieux et dont l'action transforme nos parcours. Pour conclure promptement, étudier à l'UDP, c'est un truc de malade, au sens figuré bien sûr. Vous êtes séropositive. Vous êtes condamnés à vivre ensemble pour le peu de temps qui vous reste. Cette double sentence, je l'ai reçue quand j'avais 24 ans, au moment où je me préparais à célébrer l'un des plus beaux jours de ma vie, la naissance de mon fils aîné. En un seul instant, mes rêves se sont écroulés, remplacés par un compte à rebours invisible. Et pendant 20 ans, j'ai vécu en sursis d'une mort imminente. Alors je me suis cachée, j'ai fui, j'ai menti. Il ne fallait pas que cela se sache, de peur d'être rejetée, d'être discriminée. J'ai fait tout ce qui était possible pour être irréprochable, être la meilleure dans mon travail, briller dans mes études, inspirer, tout en dissimulant mon combat, ma peur et mes larmes. L'idée était très simple. Si un jour mon secret devait être révélé, je voulais qu'on se souvienne de mes performances et non de ma maladie. Erreur. Grave erreur même. La vérité, c'est qu'un jour, ma santé s'est détériorée. Mon secret a été dévoilé.
tous mes efforts ont été anéantis et j'ai dû fuir encore. Mais cette fois-ci, ce n'est plus un changement de ville que j'ai fait, c'était un exil. J'ai quitté mon pays, le Cameroun, abandonné mes enfants, mon mari, mon travail, pour demander l'asile en France. Et dans ce processus, j'ai découvert une autre forme de souffrance, la dépossession de soi. Parce que dans ce parcours, j'ai dû me résigner à perdre mon autonomie, le contrôle de ma vie, ma dignité en tant que personne, et j'étais résignée à être réduite à un simple dossier. Et pour couronner le tout, j'ai dû accepter d'être infantilisée, comme me l'a conseillé ceux qui sont passés par là avant moi. Ce n'est pas facile de vivre sans savoir où est sa place. Et ça, je l'ai éprouvé dès que je suis arrivée. Si je n'avais pas ma foi en Dieu, j'aurais peut-être mis fin à mes jours, tellement ma confiance en moi était mise à mal. Mais heureusement, ce n'était pas la fin de l'histoire. Dans ce chaos, j'ai fait des rencontres qui ont changé ma vie, des mains tendues qui ont permis d'écrire un nouveau chapitre à ma vie. D'abord, l'équipe pluridisciplinaire du CISI de l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille, qui m'a remis sur pied physiquement et psychologiquement. Mais surtout, ils m'ont appris une vérité qui a bouleversé ma perception du VIH, ce que je ne savais pas jusqu'à ce jour-là. I égale I. Indétectable égale intransmissible, qui veut dire qu'une personne sous traitement, avec une charge virale indétectable, ne transmet plus le VIH. Moi, j'ajouterais, n'aura jamais le sida. Pour la première fois, cette maladie n'était plus une fatalité, ce qui mettait fin à mon sursis. Alors, que faire de cette information que j'ai reçue et de la vie qui m'est rendue? L'association Aide et le réseau Santé Marseille Sud, et comme d'autres comme Action Traitement, m'ont donné une plateforme pour transformer toutes mes colères et frustrations d'un vécu douloureux en une force d'action et un plaidoyer pour d'autres personnes en situation similaire que la mienne. Mais ma véritable renaissance est venue d'un endroit dont j'ignorais même l'existence, l'université des patients. Lorsque j'ai été acceptée hors délai d'inscription par le professeur Catherine Tourette-Turgy, avec une prise en charge du fait de ma précarité, j'étais en demande d'asile, normal, je ne pouvais pas travailler, je n'en revenais carrément pas. Puisqu'avant, j'ai eu des refus quand j'ai voulu faire un master, bien évidemment. L'équipe pédagogique de l'UDP a été remarquable. Je me souviens encore, lorsque j'envoyais des mails tard la nuit au docteur Marie Lemuel, Annie-Marie Lemuel, dont la gentillesse et les conseils m'ont aidé à naviguer dans un système universitaire pas toujours adapté aux personnes qui cumulent plusieurs vulnérabilités. Femme noire, d'abord femme, voilà, commençons par là, noire d'Afrique subsaharienne, plus très jeune, séropositive, vivant dans la précarité et traumatisée par son parcours de vie. Il y a des lieux qui marquent une vie. Pour moi, la Sorbonne en fait partie. Dans une autre vie, je rêvais encore d'y faire mes études de médecine à mes 18 ans. L'ironie du sort, c'est à 45 ans que j'y suis entrée pour la première fois. Et contre toute attente, pas pour soigner les autres, mais pour apprendre à me réapproprier de ma vie et à donner un sens à mon parcours. Le DU Démocratie en santé est un tournant important dans ma vie. J'y ai découvert que j'étais bien plus qu'une patiente, j'étais une experte. Une experte de mon vécu, de mon combat et de celui de toutes les personnes invisibilisées. Il m'a permis de rencontrer des personnes engagées, bienveillantes et soutenantes au parcours inspirant qui force le respect et l'admiration. J'espère qu'à la fin de ce DU,
J'espère que la fin de ce DU ne sera que le commencement d'une autre belle aventure avec vous, messieurs et dames, de ma promo. Ce DU m'a donné des outils concrets pour comprendre le système de santé français, pour mieux m'y imposer et défendre mes droits, pour renforcer mon engagement militant et apporter un plaidoyer plus structuré et plus percutant, pour obtenir une reconnaissance officielle de mon parcours, pour me construire une identité professionnelle et sociale, pour valoriser mon expérience non plus comme un fardeau, mais comme une expertise à part entière sur ma pathologie. Cependant, je ne m'y suis pas sentie à ma place tout de suite. Au début, j'avais des angoisses constantes de venir à Paris, l'aller-retour, de faire des exercices académiques, ça faisait longtemps, d'écouter certains enseignants qui involontairement me faisaient douter du fait d'être à ma place. Et enfin, parce que j'étais angoissée de savoir que chacun et chacune rentrait chez elle, retrouvait les siens, et que moi, je retournais dans un foyer après les modules. Et je me suis rendu compte que Megan voyait effectivement mon mal-être parce qu'elle faisait attention à moi, même même en dehors du cadre, en fait, du cadre académique, elle prenait de mes nouvelles. Parce que faire bonne figure provoquait de nouvelles souffrances qui ne se sont dissipées qu'au fur et à mesure que j'apprenais à connaître et à faire confiance à ma Wonder Promo. L'Université des patients ne m'a pas seulement donné un enseignement et des rencontres, elle m'a redonné une voix, une place et une mission. 2 combats m'interpellent aujourd'hui. En finir avec la discrimination, l'infantilisation et le paternalisme qui gangrènent encore trop souvent les structures de soins et d'accompagnement et qui privent les personnes de leur pouvoir d'agir. On ne fait que le dire, pouvoir d'agir. Et enfin, avec la sérophobie, mettre un terme à la sérophobie qui muselle les personnes séropositives au VIH et les empêche de participer à une lutte qui est en ce moment plus urgente que jamais. Parce que 39 millions environ de personnes sont séropositives dans le monde, 180 000 en France, 25 000 ne savent pas qu'elles sont séropositives. En 2023, on a découvert 5 000 nouveaux cas de personnes concernées par le VIH. Nous n'avons plus le luxe de nous taire. Les financements internationaux qui ont diminué mettent des milliers de vies en danger, notamment celles des Africains, qui, où qu'ils soient, vivent dans une insécurité permanente d'absence de traitement, d'accès aux soins et de droits. Aujourd'hui, je suis là avec vous et devant vous pour vous témoigner que le savoir que j'ai acquis à l'Université des patients est une arme formidable, que mon expérience de la maladie et de mon parcours d'intégration est une force que je compte utiliser pour porter la voix dans cette cause de la lutte contre le VIH. Je peux fièrement dire ici et maintenant que ce que je pensais être une double peine est devenu une double bénédiction, celle de vivre et celle d'agir. J'ai pas fini. À l'Université des patients, nous avons fait un choix fondamental, celui d'une clinique pédagogique du réel. Nos choix pédagogiques s'inscrivent dans une pédagogie de l'attention. Attention au corps, aux états d'âme, au rythme singulier, à la plasticité cognitive affectée par les traitements et leurs effets secondaires. Il ne s'agit pas simplement de transmettre un savoir, mais de créer un environnement propice à l'apprentissage, où chacune, chacun peut apprendre de soi, des autres et du monde sans être mis en danger. Alors, je m'appelle Maxime Neves et mon nom signifie neige en portugais. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous partage cette information.
Eh bien, c'est pour vous faire comprendre que j'ai vu ma vitalité et mes espoirs fondre petit à petit durant mon adolescence, cette période essentielle dans la construction d'un individu. J'ai été soigné entre mes 6 et mes 8 ans pour un cancer pédiatrique, une leucémie. Aujourd'hui, j'ai 28 ans, et bien que le parcours de soins à l'hôpital se soit relativement bien passé dans mon cas, c'est la phase du rétablissement post-cancer et le processus de résilience qui m'a posé problème. En effet, 5 ans après la fin des traitements, on m'a annoncé que j'étais guéri. Guéri, pourtant, à chaque visite de contrôle annuel, on m'annonçait un nouveau problème de santé, une séquelle des traitements reçus. C'est durant cette période que j'ai commencé à me rendre compte qu'avec l'expérience de la maladie, le traumatisme et les effets iatrogènes des traitements, que j'étais désormais en décalage avec les jeunes de mon âge, mais aussi avec ma propre famille, qui m'avait pourtant immensément soutenu durant la maladie. Alors même que je voyais mes capacités physiques diminuer, je devais en parallèle parvenir à me construire en tant qu'individu, tout en construisant en parallèle un projet et un parcours professionnel, le tout sous une double pression sociale et familiale. Spoiler alerte, autant vous dire tout de suite que ce fut un échec. Il m'était impensable d'avoir survécu à la maladie pour finalement me tuer chaque jour au travail en accomplissant une tâche qui n'aurait pas de sens à mes yeux, ni d'impact positif. Et cette recherche désespérée de sens qui m'anime toujours aujourd'hui, couplée au fait que de nombreuses voies professionnelles se sont fermées à moi à cause des séquelles de ma maladie, fait que je me tiens aujourd'hui devant vous, à l'aube de mes 29 ans, sans avoir encore trouvé ma place dans le monde du travail, et donc nécessairement dans notre société. Malgré cela, j'ai finalement trouvé une petite place tout récemment dans un environnement bienveillant et compréhensif à mon égard. J'ai nommé l'Université des patients. C'est ce que représente pour moi l'Université des patients qui incarne mes espoirs en l'avenir, mais qui m'a surtout permis de comprendre que je pouvais être utile aux autres de par l'expérience durement acquise durant mon cancer. L'UDP, c'est, au-delà des savoirs théoriques et pratiques qui nous y sont dispensés, un lieu débordant de bienveillance et de rencontres humaines incroyablement enrichissantes. Alors que la prise en charge dans le rétablissement post-cancer et post-maladie en règle générale est encore quasi inexistant aujourd'hui, l'Université des patients s'est faite le relais, le point de jonction entre mon parcours de soins et mon avancée sur le chemin de la résilience. J'ai enfin pu comprendre, 20 ans après la fin de mes traitements, qu'il était tout à fait possible que l'on s'adapte aux problématiques liées au handicap et de se sentir compris et entendu. Je sais maintenant que j'ai moi aussi quelque chose que je peux apporter aux autres et à notre société. Nous avons pensé une atmosphère, un mot choisi avec soin, l'Université des patients comme un espace d'accueil des corps et des vies. Un lieu où il devient possible de s'apaiser, de se reposer, de déposer les tensions. L'aménagement a été guidé non par la seule fonctionnalité, mais par l'évocation sensible de la maison. Une cuisine, des coussins, un divan, des teintes choisies, des tables scolaires, détournées de leur usage classique, pensées pour éviter les douleurs. Il s'agissait de créer un lieu qui parle doucement à celle ou celui qui entre et qui lui murmure « Ici, vous êtes libre de reposer votre corps, reposer votre esprit, reposer votre histoire et peut-être commencer à la redéployer. » Difficile de parler après Catherine, c'est fou. Alors moi, je m'appelle Gaëlle et je vais vous proposer un exercice. Je vais tenter de faire baisser la moyenne d'âge dans l'amphi. Je vais vous proposer donc un exercice d'imagination ou de souvenir, comme un petit voyage. Vous êtes un petit garçon de 3 ans, câlin, joyeux et tendre. Vous avez des jeux, des joies, les bras de maman et la vie à découvrir. Faut pas que ça monte. Mais parfois, d'un coup, il y a un gros volcan qui vous débarque dans la tête et le cœur, et c'est l'explosion. En une seconde, tout érupte. Vous hurlez, vous tapez, vous mordez, vous cassez, vous blessez et vous détruisez. Et contrairement aux autres enfants, il n'y a pas moyen de descendre, il n'y a pas moyen de redescendre en tension, de comprendre ni d'apaiser.
Ça s'appelle une crise clastique. J'essaie de paraître sérieux en donnant des termes techniques. La crise clastique. Les années passent et puis les crises se multiplient. Les médecins se penchent sur votre cas, mais ne comprennent rien. Ils parlent de défaillance éducative. Mais les frères et sœurs plus âgés, ils vont bien. Alors qu'est-ce qui se passe ? Pendant la crise, vous êtes comme hors de votre corps, spectateur de votre propre violence. Vous êtes dans une souffrance immense. Vous êtes enfermé. Vous vous dites, ça va me soulager de faire mal à quelqu'un. Alors que vous êtes un vrai gentil, perdu dans ces choses qui vous terrifient. La violence vous prend et elle vous amène très loin. Vous avez attaqué le chat, cassé les théières, fait des trous dans les portes, sans préavis, d'un coup. Alors, je vous présente maman qui est là et qui cherche de l'aide. Elle sait que le volcan est terrible et elle en a peur. En fait, c'est une maman ordinaire qui voudrait avoir des super pouvoirs, mais en fait, non, il n'y en a pas. Les crises clastiques sont là tous les jours, jusqu'à 20 fois par jour. C'est épuisant, c'est dangereux, c'est invivable. Il faut parfois être 2 ou 3 pour contenir les attaques, alors que vous êtes un petit garçon de 6 ans, puis 7 ans, puis 8 ans. Il faut parfois faire venir les pompiers pour se mettre en sécurité. 3 fois dans une crise, vous avez failli faire mourir maman. On a l'impression que ça s'arrêtera jamais. Maman et vous, vous savez qu'il y a dessous toute cette violence, un petit garçon câlin, joyeux et tendre. Mais ça devient un souvenir, parce que le volcan, il prend presque toute la place. Fichu volcan. Il n'a pas de nom, il est là tout le temps. Et petit à petit, il fait peur à tout le monde. Les autres parents, les autres enfants, tout le monde se méfie de cette chose et s'en écarte. Elle est sans forme et peut-être qu'elle est contagieuse. Il doit y avoir quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette famille. Il faut un coupable pour rendre compréhensibles ces éruptions. Et quand parfois le volcan n'apparaît pas, tout le monde autour a son propre avis. Ah, mais on en faisait toute une histoire, en fait, c'était rien. Alors on s'habitue à ne pas être cru, à ne pas être entendu, à ce que la parole soit transformée ou bien pas légitime. Vous ne le savez pas encore, mais vous faites partie de ces 84% des personnes porteuses de handicap invisibles qui vivent ça au quotidien. On a du mal à rester sociable. On reste dans l'hypervigilance en permanence parce que le volcan est là, tapis, il est prêt à faire mal. Et il gagne du terrain. Maman est dedans avec vous, c'est elle qui le filtre pour le reste du monde. Le reste du monde, vous l'attaquez sans cesse. Elle refuse de vous laisser dans votre tunnel de terreur et de désespoir. Alors comme c'est elle qui a l'âge, les mots, l'écriture et l'ordinateur, c'est elle qui devient votre porte-parole. Elle devient chercheure et exploratrice. Elle est sismologue pour le volcan. Elle est amateur au début et petit à petit, elle devient experte de votre volcan. Elle n'a pas le choix parce que personne n'entend. Pendant 8 ans, à 2, vous amenez les infos auprès d'équipes médicales successives en criant au secours. Mais on vous dit que c'est juste une histoire de confiance en vous et que votre maman n'a pas la bonne attitude. On lui propose de vous faire sortir de votre famille pour aller dans un foyer. On vous place d'ailleurs dans un service hospitalier où vous restez 6 semaines. Là, on vous attache, on vous contraint, on vous terrifie encore plus. Vous voulez plaire aux soignants qui ne comprennent toujours pas et vous êtes prêt à dire n'importe quoi, vous avez 8 ans. Heureusement, vous êtes capable de parler, de raconter à maman ce qui se passe et vous en sortez. Encore maintenant, à chaque fois que vous passez devant cet hôpital, ça vous flanque la chair de poule. Vous pensez aussi à ceux qui n'étaient pas capables de parler de ce qui se passait. Et là, enfin, dans ce voyage, vous tombez sur ce qui va vous sauver la vie. Ça s'appelle Centre d'excellence du neurodéveloppement. Là, chacun des troubles est reconnu, nommé, compris, décrit. Vous avez de quoi comprendre ce qui vous envahit. On vous dit enfin que vous n'inventez rien. Le pays que vous traversez est connu par ces explorateurs-là. Il y a 5% de la population qui est concernée. Ça fait 35 000 naissances par an. Vous n'êtes pas coupable de ces crises. Et maman non plus. Et là peut commencer le chemin vers la sortie. On ne se débarrassera jamais du volcan.
mais on a des tutos qui expliquent son fonctionnement, et déjà ça aide. Et du coup, on a des pistes pour aller respirer. On vit avec, on l'apprivoise. Il est là, on est bien conscient de sa puissance, mais on ne le laissera pas envahir nos cœurs et nos têtes. C'est la fin du voyage, on peut commencer à toucher terre, tout doucement sortir de la terreur parce que les secours sont là. C'est la fin de mon expérience et de mon exercice d'imagination pour vous. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que nous sommes des survivants et maintenant nous sommes capables de raconter notre voyage avec joie. Nous avons failli mourir et nous avons appris d'abord à ne pas nous laisser entraîner, puis à résister, puis à savourer. L'épuisement peut encore nous rattraper, mais celui-là, on le connaît aussi, on va gérer. Mon fils n'a pas choisi ses pathologies, moi non plus. Aujourd'hui, il a 13 ans et nous sommes ensemble contre ses troubles. Il va bien, il se projette dans l'avenir. Et quand on me demande de parler de notre parcours, il me dit « Maman, donne-leur les preuves que ça marche, tu sais, les trucs, il ne faut pas les laisser prendre toute la place dans le corps. » Il parle de ses troubles, bien sûr. Le petit garçon, joyeux, câlin et tendre, arrive à s'exprimer, c'est super précieux. Donc même si ça surprend avec son 1,80 m, ses tendresses, c'est génial. Nous gardons tous un œil sur son volcan, ce gros truc dangereux, mais il ne va pas nous empêcher d'être heureux. Mon fils a une analyse d'enfant expert des troubles des autres, comme si une communauté de petits éruptifs existait, visible seulement pour ceux qui savent. Et moi, je suis maman, et même si j'ai du mal à me reconnaître en experte, en fait, je le suis. Toujours pas de super pouvoir, malheureusement, mais un bon GPS pour s'y retrouver et ne pas se faire avoir par les toxiques. Ça s'appelle le savoir expérientiel en pédopsychiatrie. Je suis donc aidante à temps complet depuis 5 ans. Pour ça, j'ai lâché le travail pour lequel j'ai des diplômes, j'avais un statut et un bon salaire, parce que j'avais pas le choix, le combat était trop rude. J'accompagne en association les familles qui sont dans les mêmes voyages. Pour les aider, partager, c'est aussi s'aider soi-même et avancer. C'est également le refus absolu de se perdre dans un statut de victime désarmée. Ensemble, on construit. Grâce au DU, j'ai compris que cette posture a un nom, c'est la pair-aidance. Pair, P-A-I-R. Si je n'ai pas choisi ces troubles, là, je fais le choix de cette posture de pair. Elle est indispensable à l'engagement dans lequel je suis et qui donne du sens à ma vie. Je tente en ce moment de transformer ce parcours en base professionnelle pour accompagner des familles dans leur propre voyage, juste être dans cette zone de partage précieuse au même niveau, mais depuis l'autre côté. Le DU me donne pour la première fois des outils pour comprendre tout ce pan d'invisibilisation des savoirs et depuis octobre, j'ai un espace pour réfléchir. Le DU me donne une force, une voix et les références des voix qui nous ont précédés. Le DU, c'est aussi ce cadeau inattendu, cette chance unique de rencontrer une nouvelle famille, les collègues. Ce que nous avons en commun à 22, bien plus que la biologie, c'est cette certitude que nous sommes entre nous à partager ce savoir rare. Chacun est revenu de son propre périple qui pose au milieu de nos pensées son combat, son explication, son bout de cerveau, son morceau de cœur à partager. Chacun avec son propre paquet de pathologies apprivoisées, mais les mêmes étapes, les mêmes peurs, les mêmes hontes de ne pas être assez fort et les mêmes victoires, et puis surtout le même espoir que ça dure. Ce qui se dessine, c'est ce côté universel de nos franchissements. C'est incontournable et c'est essentiel pour rester humain. Merci au cadre du DU, merci à l'intelligence et la puissance douce de Catherine, merci à cet élan de force qui est rendu possible avec ce partage d'une année qu'on ne voudrait pas vouloir finir, qu'on ne voudrait pas ne pas vouloir finir, je vais y arriver. On a tous un peu plus foi en l'humanité après cette mise en commun, un peu plus confiance en notre capacité à construire une justice sociale. Quel que soit notre trajet pro et perso, il y aura un avant DU et un après. Merci à tous de nous changer la vie, on en a besoin. L'Université des patients Jean Gardler, forte de son succès en France, s'ouvre désormais à une dynamique internationale ambitieuse,
avec des réponses à des demandes et des réalisations en cours au Brésil, en Tunisie, au Maroc, au Québec, en Australie, en Italie. Au Brésil, l'implantation est portée par Lénis Pereira Paulo, qui co-dirige par ailleurs, avec Marie-Paule Vanier, un partenariat de diplomation dans plusieurs régions du Maghreb. À travers ces initiatives, c'est une véritable économie de l'espoir qui prend forme à l'échelle internationale. Conclusion. Toute ma vie, pour 2 minutes, j'ai entendu cette question, formulée parfois avec inquiétude, souvent avec tendresse, et presque toujours avec un fond d'incompréhension. Mais pourquoi travailles-tu tant? Tu ne profites pas de la vie. Comme si l'engagement profond, celui qui naît d'une nécessité intérieure, d'un rapport existentiel au monde, n'était qu'une fuite en avant ou une forme d'oubli de soi. Comme si faire ce qu'on a à faire était un sacrifice. Comme si l'engagement ne pouvait pas être une forme élevée de vie. Mais ce que ces remarques ne voient pas, c'est que certaines vies ne sont pas nées pour se reposer, mais pour résister, réparer, construire, transmettre. Je suis militante et je suis née avec des combats à mener. Non pas des combats choisis, en tout cas pas au départ, mais des combats inscrits dans le réel de l'injustice, dans les corps souffrants, les vies invisibles, les exils psychiques. Vivre pour moi, souvent signifié faire contre, faire avec, faire face. Je tiens ici à renouveler mes remerciements à Sorbonne Université, au doyen Bruno Rioux, à Madame la Présidente, à Serge Usan, ainsi qu'à Thierry Lardot, dont le soutien constant dans la résolution de nombreuses difficultés nous est précieux, nous, à l'Université des patients. Il nous rappelle régulièrement que si l'Université des patients a pour vocation de faire bouger les lignes, sa gestion administrative, elle, exige une navigation fine et quotidienne à travers les limites, les zones rouges, les hors-champs. Car être au cœur de l'institution, ce n'est pas seulement répondre à ses attentes, c'est aussi et peut-être surtout apprendre à répondre de ce que l'on engage, ce que l'on porte, ce que l'on désire transformer. Enfin, adresse aux patientes et aux patients. Je vous invite au nom de toute l'équipe, chères patientes, chers patients, à nous enseigner comment nous pouvons continuer à vous être utiles, comment nous pouvons vous accompagner dans votre envie d'inventer un monde plus juste, un monde plus humain. Merci d'être vous. Merci Catherine et ses acolytes. Catherine est incorrigible, hein, on lui donne un temps de parole et elle trouve rien de mieux à faire que de le partager et de façon exceptionnelle. C'est la deuxième fois qu'il y a une ovation debout pour une conférence. La dernière fois, c'était Irène Frachon. Donc voilà. Alors moi, avant de commencer à donner la parole aux questions dans la salle, j'aurais 2 questions commentaires. La première, tu nous as montré, Catherine, c'était en train de s'implanter un peu partout dans d'autres pays. Est-ce que tu perçois les mêmes problématiques ou la même acceptation de ce qu'il faut faire, ou il y a des différences culturelles sur ces différents pays vis-à-vis du rôle de l'Université des patients, de ce qu'il est possible de faire, ce que les gens souhaitent faire? Oui, je pense qu'il faudrait donner la parole à ceux qui sont en charge de ces implantations. Ce que j'ai lu ou retenu, c'est que paradoxalement, nous en France, on est un petit peu en retard sur la culture, mais on a beaucoup plus de textes législatifs qui le permettent que les autres pays. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis sinon, je pense que chaque pays et la manière dont on fait les implantations, c'est travailler avec le tissu local. Donc là, on est en démarrage. Je pense que c'est aux personnes qui s'en occupent
de prendre la parole. Mais ce qui est important de relever, c'est qu'on a les dispositifs législatifs que n'ont pas d'autres pays, mais parfois on n'a pas forcément la culture. C'est intéressant. Donc on peut offrir, par exemple, je sais pas, des réflexions de comment on fait, etc. Et puis en France, on a bricolé, c'est-à-dire on fait et puis on théorise après. Et quand tu fais de l'implantation, c'est comme si tu théorisais, tu faisais après. Donc c'est une espèce de chose un peu inversée qui n'est pas si simple que ça. Et l'intérêt en plus d'implanter, c'est qu'on est obligé, nous, de réfléchir, de prendre de la distance, de modéliser, de dire mais comment on a fait ça, de documenter. Et donc c'est un sacré sérieux exercice pour nous, auto-réflexif, de dire bah tiens, quand il nous pose cette question, nous on n'y a pas pensé ou on l'a résolu comme ci ou comme ça. Je ne vais pas prendre la parole là-dessus. Alors, deuxième point, et tu l'as juste effleuré à un moment dans ton discours, dans ce monde de brut où l'économie est souvent au premier plan, l'ensemble de l'activité de l'université des patients n'a pas d'objectif économique, et pourtant, certains patients trouvent un boulot. Et quand on discute avec des mécènes, avec des représentants d'institutions, y compris avec des décideurs politiques, plusieurs fois, j'ai utilisé cet argument pour montrer en quoi c'était une réussite. C'est que depuis quelques années, certains patients trouvent un travail en rapport avec l'enseignement qu'ils ont eu. Est-ce que tu peux juste nous donner quelques exemples ? Oui. Parce que c'est relativement récent par rapport aux 13 années d'évolution de l'université des patients. Donc là, on a sur cette carte les patientes et les patients partenaires exerçant dans le monde du soin. Donc on voit que c'est sur toute la région, y compris d'ailleurs Casablanca. Ensuite, la diapo d'après, on a le fait que sur un échantillon, par exemple, de 121 personnes, il y a 31 associations créées ou co-créées. Il y a des bénévoles dans les associations, donc ils viennent nourrir le tissu associatif. On a des patients et patients co-chercheurs, formateurs, enseignants. Donc en fait, on est en train de regarder nos datas. Donc en termes de professionnalisation, on a l'habitude de dire on fait mieux que le chômage, puisqu'on était plutôt à 15%. Enfin, on est en train de regarder justement nos chiffres. On a besoin d'ailleurs d'épidémiologie et de statisticiens. Mieux que France Travail, c'est ça ? J'osais pas. Des questions ? Je vous demanderai juste au moment de poser votre question de vous présenter. Alors moi, c'était tout simplement ce que j'ai dit tout à l'heure à Catherine en arrivant. On ne s'est pas vu depuis. Je faisais partie, Maïder Lecomte, de la première promo du DU en démocratie en santé. J'ai pas eu de lettre de motivation à faire non plus. J'étais en invalidité, au fond du trou. Mes enfants étaient dans le même état. Maladie rare, sans traitement. Je me dis, c'est le début de la merde, il y a forcément un traitement. Je vais forcément me foutre tout le monde à dos. Et je tombe sur un article dans le Figaro sur la rentrée qui se faisait le lendemain. Il y a un numéro de téléphone, j'appelle, je ne sais pas pourquoi. Je tombe sur Catherine, je lui explique. Et elle me dit, mais vous venez tout de suite. Il n'y a plus de place, mais on vous laisse une place, vous venez. Je dis, bien, mais moi, je n'ai pas l'argent, je suis en invalidité, ce n'est pas le moment. Parce que quand on est malade, on est souvent sans revenus ou avec beaucoup moins de revenus. Catherine me dit, OK, on voit ça avec le mécénat d'entreprise, je plaide votre cause. Et j'étais en cours le lendemain, un peu comme vous. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était très compliqué à ce moment-là. Il fallait se battre, il fallait comprendre. À cette même année où j'étais ici, j'ai fini en Inde. Je suis devenue patiente dite ressources, rencontrer des spécialistes en symposium pour comprendre ce qui se passait et comprendre ce que les médecins ici ne comprenaient pas, qui était pourtant devant nos yeux. Mes enfants étaient dans la même situation, 12 ans et 6 ans à l'époque. Il fallait gérer, et gérer, et gérer. Et le quotidien, c'était 4 rendez-vous en hospitalisation à chaque fois. Il y avait mon mari. Et à chaque fois en pédiatrie et version adulte. Et quand la consultation n'existe pas en France, on a même fait partie des premiers qui ont passé des IRM verticaux et non pas champs verticaux à Londres sur accord du RSI dont je dépendais. Ça avait fini en guerre structurelle avec les médecins, entre les médecins du RSI, entre ceux qui accordaient et ceux qui refusaient. C'est simple, c'était atroce. Cette année, c'est faite. Merci infiniment. C'était une super expérience. Je venais, on revit, on apprend énormément de choses. On apprend à partager, à recevoir. Et quand Catherine parle de compétences et de vulnérabilité, j'ai continué mon chemin ensuite par un DU en éducation thérapeutique du patient à la fac de médecine de Caen. Et j'ai continué auprès de la Fédération française des écoles de sophrologie, qui est le référentiel le plus strict en France pour apprendre à devenir sophrologue. Je suis devenue sophrologue. Et là, j'échange avec une personne de mon ancienne profession qui est sur le barreau de Paris. Je suis avocate de formation. Et il m'explique que la loi Macron est passée entre-temps. Moi, 5 ans d'invalidité. J'ai jamais vu passer la loi Macron. Malade, je suis en petite culotte dans ma salle de bain quand on me rappelle et je fais oui, bien sûr, confrère. Je raccroche, je me précipite sur l'information.
et je découvre que je peux avoir mon activité d'avocat avec une activité connexe. Bingo, je me dis, moi, ce que je vais faire, je vais créer quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si ça va marcher, j'ai ma canne, j'ai 100 € de capital social, je fonce. Et je crée le premier cabinet d'avocats en France, dédié au monde de l'entrepreneuriat, mais aussi au droit du handicap et au droit de la santé mentale en entreprise. Parce que de la vulnérabilité, on peut créer de la compétence. Je ne sais pas d'où je suis partie, j'y suis allée, bille en tête, mais on verra bien où ça va me porter. Les résultats sont absolument pas les mêmes puisque mes clients, quand ils viennent même chefs d'entreprise, majoritairement sont souvent handicapés ou neuroatypiques. Ils viennent chercher une solution qu'ils n'ont pas ailleurs. Ils l'ont. Et puis à côté de ça, on est venu me demander des conférences professionnelles. Ok, j'arrive, je le fais. Et puis ça continue, ça se met en place. L'agence disruptive, qui est mon activité connexe, fait intervenir des personnes, et c'est écrit dans mes statuts, issues de l'université des patients, parce qu'on peut être autodidacte et avoir une même expertise professionnelle que d'autres personnes, sans avoir forcément suivi le même parcours académique. Et ça, j'ai réussi à le faire avaler à mon conseil de l'ordre. Parce que l'activité connexe, ça s'inscrit auprès du conseil de l'ordre. Donc, c'est enregistré tel quel. Et ça continue. Et au final, on se rend compte que les maladies peuvent être gérées. Il y a bien un traitement, il y a autre chose derrière. L'un n'était pas pour rien du tout. Mes enfants, aujourd'hui, à 28 ans, même profil que moi, même maladie génétique et autiste. Et il s'avère que je me découvre la première, finalement, avocate, plaidante en France, autiste et porteuse de surdité centrale. Comme quoi, l'un n'empêchant pas l'autre. J'en ai un de 28 ans avec qui dans le même profil, j'ouvre en ce moment une conserverie artisanale, et le plus jeune de 16 ans qui est en train de passer son bac et qui était ici en 2016 pour la leçon inaugurale de Catherine, pour sa première des premières. Et j'ai encore les photos à la maison. Et en fait, toute cette mise en place fait que j'apporte autre chose. Je l'enseigne à l'école du barreau, j'étais ce matin, pour ça que je suis là aujourd'hui. Et c'est le cours le plus barré et le plus déjanté qu'ils ont de l'année. Je leur apprends la vulnérabilité, le partage. Là, j'ai le message d'un jeune homme qui est malade, qui est porteur de troubles obsessionnels compulsifs et qui m'a fait un SMS de remerciement parce que ça vient de lui ouvrir la voie. Et cette voie, je l'ai reçue de Catherine et de toute l'équipe. Et Marilyn, pour le petit clin d'œil, tu n'as toujours pas changé. Toujours fidèle au poste. Et c'est quelque chose de super important. Et pour juste finir, juste pour remercier Catherine, parce que c'est grâce à elle, ce qui a été mis en place a reçu écho. J'ai eu l'honneur de faire partie du classement des 40 femmes Forbes il y a 2 ans, grâce à cette initiative où on met en compétence la vulnérabilité. J'ai pu recevoir aussi le premier prix de l'innovation des avocats au national l'année dernière pour cette multiplicité de compétences et de vulnérabilité dans ce qu'on apporte. Et cette année, je fais partie, je ne l'ai pas demandé, j'accepte, je le prends, du classement du MAT 30 Top Legal Voice 2025, des 30 figures qui transposent le monde du droit par des nouvelles pratiques parmi les juges et les avocats en France et les notaires. Donc merci Catherine, tout ça c'est grâce à toi. Merci pour ce que tu nous apportes. Tu essaimes et tu essaimes bien. Merci infiniment. Catherine, il n'y a pas besoin de réponse. Non, mais en plus, je ne savais pas du tout qui venait. Qui veut le... Bonsoir. Merci beaucoup pour cette conférence super intéressante et vos partages sont juste géniaux. Je me suis beaucoup reconnue à travers ça. Je voulais juste témoigner parce que j'ai, comme plusieurs personnes dans la salle, je crois, je suis moi patiente partenaire salariée, donc je suis patiente engagée, c'est le titre de mon poste. Et je voulais dire qu'au sein de la PHP, il y a le plan patient qui vise à développer justement le partenariat patient et à créer des postes de patients partenaires au sein des services qualité. Et je voulais dire, c'est un petit call to action. En fait, il y a un poste de patient engagé qui est disponible en ce moment. C'est un poste à plein temps, donc si ça vous intéresse. Vous pouvez venir me voir, c'est à Paris-Saclay. Donc voilà, merci. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. J'étais dans le DU démocratie en santé l'année dernière et moi je voulais redire à Catherine et à l'ensemble des intervenants présents que je vois dans la salle tous mes remerciements pour cette année riche d'enseignements et aussi de rencontres qui ont été magnifiques. Moi, ce que je voudrais dire, c'est ce que ça m'a apporté au niveau du travail, parce que je suis juriste en droit de la santé. Alors, je suis fonctionnaire au ministère de la Santé, mais je me suis retrouvée un peu, comme on dit, placardisée pendant quelques années dans un service à cause de ma pathologie. Je suis bipolaire. J'essaye de faire en sorte que les choses se passent au mieux
Et j'espère qu'avec ma gentillesse, j'arrive à créer des liens au travail. Mais en tout cas, j'étais dans un service où vraiment, ils n'étaient pas sympas avec moi. Et j'ai vu ce DU de démocratie en santé. C'est un sujet qui m'a énormément intéressée. J'ai mis plusieurs années avant de sauter le pas pour m'inscrire. Je me suis inscrite. Et puis, il se trouve qu'au ministère de la Santé, il y a une antenne de démocratie en santé qui s'appelle la Conférence nationale de santé, qui est gérée par un secrétariat général. Et grâce au DU démocratie en santé, j'ai intégré l'an passé, il y a 1 an tout juste, le secrétariat général de la Conférence nationale de santé. Et donc, je travaille maintenant au service de la démocratie en santé avec une équipe ultra bienveillante. C'est le jour et la nuit. Je peux vraiment m'exprimer et dire quand ça va moins bien. Ils sont soutenants. Et j'ai franchi un autre cap, c'est que j'ai fait un témoignage sur LinkedIn la semaine dernière suite aux révélations de Nicolas Demorand. J'ai publié à la vue de toute ma communauté de professionnels et de réseaux d'amis et autres, en introduisant la promotion du livre et en faisant des extraits d'une lettre que je lui ai envoyée à Radio France. Et j'ai une pluie de commentaires bienveillants. Et tout ça, c'est vraiment grâce au DU Démocratie en Santé. Et je remercie encore une fois toute l'équipe. Sur une de tes diapositives, Catherine, il y avait les publications. Parce que je comprends que beaucoup de choses passent par l'apprentissage et ensuite la diffusion du savoir, des compétences. Mais il y a aussi l'écrit. Un petit mot là-dessus ? Sur ces publications, justement, cette diapo-là. Les écrits ? Les écrits, les publications, la production de savoirs qui vont être transmissibles partout. Et demain, après-demain, alors même que les gens ne seront peut-être plus dans cette activité-là. Donc, l'activité de publication scientifique, telle que tu ne le montres. Donc là, c'est l'activité donc de publication. Je pense qu'en plus, il doit en manquer. On en a répertorié, on en a retrouvé 20 des patientes et des patients diplômés de l'Université des patients. Il y a les publications de l'équipe depuis une dizaine d'années, donc on doit avoir à peu près une quarantaine d'articles. Et puis, il y a maintenant en plus un groupe de recherche clinique, Patient Studies. C'est comme si vous voulez, il y avait la maison Université des patients, donc l'étage de l'enseignement. Et puis maintenant, on a un étage en plus. Alors, on le met justement au fondement ou au-dessus, qui s'appelle donc groupe de recherche clinique. Donc là aussi, ça va être faire de la recherche clinique d'une manière peut-être un petit peu différente, puisque ce groupe de recherche clinique est composé de chercheurs académiques, mais aussi à moitié, donc à 50%, de patients chercheurs. Il y a des formations organisées par Lénis Pereira-Paulos sur la formation, et son équipe, sur la formation donc à la recherche. Donc il y a plein de choses qui vont se passer. On a gagné deux projets, donc un projet européen, celui-ci qui est passé, un autre projet européen multi-air. On a redéposé un projet donc pour je ne sais plus d'ailleurs sur quoi. Ah oui, cancer de la vessie au niveau européen. C'est-à-dire on commence aussi à gagner donc excusez-moi toutes ces émotions, moi ça me bouscule. Alors, à gagner donc des appels à projets européens. Et ce que disait Bruno tout à l'heure était très intéressant. Ce sont souvent les Européens qui viennent vers nous et qui disent de toute façon au niveau de l'Europe, si on n'a pas une université des patients, si on ne fait pas la preuve que dans les essais cliniques, il y aura donc dans les partenaires et dans les co-chercheurs des patients, on perd des points. Très bien, vous perdez des points. Oui, d'accord, on va travailler ensemble. Bon, avec nous, on vous prévient, on ne sera pas des alibis. Et on ne fera pas ceux qui ne parlent pas anglais parce qu'on a plein de gens qui parlent anglais. Donc, on sera là. On ne sera pas là à la fin. On sera là dès le début. Alors, c'est à prendre ou à laisser, et ça marche. Alors, juste une précision. Le groupe de recherche clinique, ce n'est pas un objet qu'on a créé juste pour l'université des patients. Sur Sorbonne Université, c'est un objet qui existe depuis une dizaine d'années, qui est renouvelé tous les 4 ans. On fait un appel d'offres interne. C'est des structures de recherche qui sont labellisées sur des thématiques pointues de recherche clinique.
il y a à peu près un an, on a refait l'appel d'offres et il y a eu 24 groupes de recherche clinique labellisés au sein de Sorbonne Université qui donc, parce qu'elles sont labellisées, peuvent accueillir des masters, des doctorants. Et dans ces 24, il y a le groupe de recherche clinique de l'Université des patients pour cette recherche particulière. Mais c'est pas un traitement de faveur, c'est pas un label créé pour ça. C'est au contraire l'Université des patients qui s'est intégrée dans l'appel d'offres habituel tous les 4 ans de renouvellement d'équipes labellisées internes de Sorbonne Université. Merci. Je suis Juan Fernando Ramirez, médecin, un patient neurovasculaire qui s'ignorait à lui-même. Est-ce qu'il y a encore des places à la rentrée pour un nouvel étudiant? Alors, s'il y a des places, en tout cas, tu ne paieras pas comme membre de Sorbonne Université, ce sera gratuit en plus. Catherine, il y a de la place pour Juan Ramirez? Il y a tout un circuit, mais... Bonjour, Alain Châtelain. Moi, je suis étudiant dans le diplôme de démocratie en santé. Anne nous a rappelé au début que le financement en France de la démocratie en santé, c'était 18 millions d'euros. Pendant qu'on se parlait, j'ai regardé quel était le budget de la santé. Les dépenses de santé en France, c'est de l'ordre de 250 milliards. Est-ce que c'est tenable de vouloir financer la démocratie en santé en mettant moins de 1 euro pour 10 000 euros dépensés dans la santé? Et voilà, est-ce que c'est pas une question politique? Alors, tout à l'heure, tu parlais de révolution. Quelque part, la révolution, j'ai toujours un peu peur que ce soit tout changer pour revenir au point de départ. Mais voilà, si on doit changer quelque chose là-dedans, est-ce qu'il n'y a pas une révolution du financement qui est de dire c'est une activité nécessaire qui fait partie du soin et elle doit donc être financée à concurrence de ses besoins. Oui, et c'est ce moment-là d'ailleurs qu'il faudrait faire un essai clinique. Bonjour, je suis Laurence Lamy. Alors, moi, je suis patiente et j'ai eu le bonheur d'être accompagnée par une patiente partenaire. Voilà, je suis en fin de traitement. Et donc, c'est par elle que j'ai connu cette existence de l'Université des patients. Puis après, j'ai eu le bonheur de rencontrer Catherine. Mais la question que je voudrais vous poser est plutôt relative à la profession que j'exerce. J'exerce la détestable profession de responsable ressources humaines. Et ce qui m'a frappé beaucoup dans vos témoignages, dont je vous remercie d'ailleurs, c'est que la pathologie, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, produit une forme de disqualification au travail, voire, dans le rétablissement, vous avez beaucoup évoqué, comme dans vos parcours, les difficultés rencontrées dans le monde du travail. Et la question que j'aurais pour Catherine est de savoir comment on passe de cette formidable expérience de l'Université des patients, mais somme toute limitée quantitativement, c'est-à-dire cette capacité de transformer l'expérience en une compétence, en une expertise, comment on passe d'une échelle d'une vingtaine de patients à une sensibilisation du monde du travail et des entreprises sur leur capacité à comprendre que quelqu'un qui rentre ou quelqu'un qui vit avec une maladie chronique et développe sans doute des compétences et des expertises spécifiques qui peuvent être réintroduites, avec lesquelles il y a des passerelles avec les compétences qu'on attend en entreprise. Oui, donc on est déjà intervenu dans 5 entreprises. Et si vous allez sur le site de l'Université des patients, vous verrez qu'il y a 2 masterclass. On va en construire une 3e, donc sur, par exemple, cancer et travail, comment humaniser, comment faire que les personnes, faut dire les chiffres comme ils sont, par exemple, dans le cancer, mais il y a d'autres pathologies. Dans le cancer, 25%, 2 ans après, un cancer de bon diagnostic ont quitté leur emploi. Donc, c'est absolument inadmissible. Donc, il y a plein de choses comme ça. Donc, ça suppose que à la fin du soin, eh bien, il faut voir comment faciliter le dernier kilomètre. Et le dernier kilomètre à la fin du soin, puisque nous ne disposons pas d'une culture de la médecine du rétablissement. Souvent, la médecine s'arrête à la mise en rémission ou à la guérison. Eh bien, il y a ce qu'on appelle parmi les dimensions du rétablissement, la dimension sociale, la dimension professionnelle, la dimension économique, la dimension existentielle, la dimension affective. Et donc, nous travaillons sur ces autres dimensions en complémentarité. Et effectivement, là, il y a vraiment à mettre en place des politiques publiques qu'on appellerait les politiques publiques de l'aller mieux.
On va s'arrêter là, il est 18h30, mais on va pas s'arrêter tout de suite. On va vous retrouver autour d'un pot et vous pourrez questionner à la fois Catherine et ses témoins. Un grand merci à tous pour cette conférence.